Amana Finance, qui est une institution microfinance islamique au Mali ici, d'où il a assuré la direction générale de l'Institut de janvier 2019 à mars 2020. À ce niveau, il a contribué au développement des solutions financières conformes aux principes de la finance islamique. Également administrateur général de IFI Consulting, Institut financier islamique, qui est un cabinet spécialisé dans le conseil, la formation et l'accompagnement en finance islamique. Membre du comité de conformité charia de Coris Bank International. Également aussi, depuis mars 2022, directeur général de Takaful Mali Assurance Islamique, qui est une première compagnie d'assurance islamique du Mali. Également aussi, c'est le fondateur de l'Institut privé africain de la finance islamique et du management, dénommé IPAFIM. Cette institution a également pour mission de former les professionnels africains au métier de la finance islamique, du management et également aussi de la gouvernance. Docteur, bonsoir et bienvenue parmi nous. Merci, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous. Bonsoir à l'assistance. Donc, on va donner le temps à Dr Sidi Bouaré de nous expliquer la finance islamique, quelle est l'opportunité de la finance islamique pour le Mali. Donc, nous allons prendre un long chemin avec le docteur. Et après l'explication du domaine, après l'intervention, par exemple, du docteur, donc nous allons céder la parole aux intervenants pour ceux qui ont des questions à poser. Donc, docteur, vous avez la parole. Voilà, merci. Alors, merci, mon cher. Alors, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour partager alors la finance islamique et l'opportunité pour le Mali. C'est un thème important à l'ère où aujourd'hui le Mali traverse alors, une situation sécuritaire qui a impacté son économie. Donc aujourd'hui, tel thème extrêmement stratégique pour notre pays pourrait être proposé des solutions, alors de sortie des crises. Le temps imparti, on va essayer d'aller vraiment de façon très pratique, surtout donner beaucoup de temps aux questions et réponses parce que déjà, le temps ne nous permettra pas, bien sûr, d'aborder un peu les concepts même de la finance islamique, mais intelligemment, nous allons essayer quand même de donner des éléments permettant, bien sûr, à l'assistance de comprendre les termes et puis poser des questions. Alors, pour ce faire, je pense que l'écran est partagé, un cher modérateur. Oui, l'écran est partagé. Nous voyons très bien. Excellent. Donc, pour ce faire, pour vraiment essayer de donner des éléments de réponse argumentés, bien sûr, comment et pourquoi la finance islamique est-elle une opportunité pour le Mali. Alors, nous avons essayé vraiment, bien sûr, d'aborder les sujets à travers cinq points. Alors, comme le thème central, c'est le Mali, c'est l'économie malienne. Donc, il faut un aperçu sur la structure économique du Mali. Et après, nous allons essayer, parce que c'est la finance islamique qui va, qui est en fait les concepts à part lesquels on va répondre à la question comment et pourquoi. Donc, il est aussi bon d'avoir quelques éléments, en fait, des notions basiques. Donc, on va expliquer c'est quoi la finance islamique. Et après, le thème même, pourquoi la finance islamique est-elle une opportunité pour le Mali. Nous allons essayer alors de présenter quelques éléments, quelques indicateurs sans pourtant les développer profondément. Et après, la question comment la finance islamique est une opportunité pour le Mali. Et à travers cela, nous allons essayer bien sûr de démontrer avec les instruments financiers adaptés bien sûr au financement de façon générale de l'économie malienne. Et pour que cette question pourquoi et comment, bien sûr, soit une réalité, alors il faut cependant, il faut des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut
bien sûr, avoir un dispositif permettant, bien sûr, que la finance islamique pourra être une opportunité pour les Maliens. Donc, voilà à peu près les différents éléments que nous avons discutés et que nous allons partager avec vous. J'espère que ces menus vous vont. Alors, aperçu sur la structure économique du Mali. Vous savez, le Mali est à la fois à une économie planifiée, dirigée, et une économie de marché libérale. Donc, on se retrouve de fait dans l'absolu dans une économie mixte qui est à la fois planifiée et libérale. Donc, le Mali a une économie mixte agricole et informelle. Alors, l'économie malienne, essentiellement, c'est aussi les lois du marché. C'est les lois du marché. Parce que ça, c'est la réalité en fait, de l'économie du marché. Les prix et les prix, en fait, sont fixés, bien sûr, par l'offre et la demande. Alors, la propriété privée est la règle et les entreprises privées, surtout dans les domaines du commerce, mine d'or et la télécom. Mais l'État, quand même, intervient fortement pour, bien sûr, corriger les équilibres. Alors, à travers cela, il subventionne, bien sûr, certains secteurs, tels que le secteur de l'agriculture, à travers l'engrais, fixe un prix plancher pour le coton. Donc, cela veut dire que, d'une part, au niveau de ces secteurs, l'État est là, l'État est présent. Donc, cela nous explique qu'il est dans une posture de l'économie, bien sûr, planifiée. Et aussi, comme vous le savez, l'électricité aujourd'hui, l'État est là au niveau, bien sûr, des routes et bien sûr au niveau de l'agriculture comme l'Office du Niger. Alors, ce qu'il faut savoir que l'agriculture, en fait, domine suffisamment l'économie malienne. Au niveau de l'employabilité, le secteur agricole emploie environ 64% de la population. Alors, il pèse environ 40% du PIB. Donc, cela veut dire que quand vous analysez la structure, bien sûr, de l'économie malienne, l'agriculture avec grand A est important. Et en fait, il est important, bien sûr, dans les démonstrations que nous avons faites, d'orienter en fait des moyens importants pour bien sûr booster ces secteurs. Aussi, il faut ajouter en parallèle plus de 100% de l'économie malienne, il faut noter qu'elle reste informelle. Comme vous le savez, notre économie, c'est vraiment le secteur informel qui domine fortement, qui apporte aussi beaucoup de choses parce que une bonne partie de la population, bien sûr, intervient dans ces secteurs à travers des petits vendeurs, des artisans, des transporteurs, hein, mais généralement qui échappent hein, qui échappent aux impôts. Mais pourquoi? Parce que le secteur, en fait, ce secteur informel reste toujours, demeure toujours dans l'informel parce que généralement, il n'y a pas de solutions qui accompagnent, il n'y a pas de solutions, surtout des solutions financières qui accompagnent ce secteur. Parce que les banques trouvent que c'est un secteur qui ne répond pas. Comme vous le savez, les secteurs de microfinance aujourd'hui aussi peinent bien sûr réellement à injecter du fonds au niveau de l'économie. Donc, de ces faits, alors ces secteurs informels restent toujours dans l'informel. Et aussi, souvent, en fait, c'est réserve de ne pas tomber aussi sous les coups des impôts. Donc, évidemment, comme vous le savez, tous les grands pays, généralement, c'est ces secteurs-là qui soutiennent réellement, en fait, l'économie. Nous prenons l'exemple sur le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, en partie, c'est le secteur de petites et moyennes entreprises, bien sûr, qui tiennent l'économie du pays. C'est pourquoi, chaque fois s'il y a une crise financière au niveau de l'Europe, alors vous verrez que toujours l'économie allemande s'échappe parce que c'est pas à un niveau d'économie en fait qui alimente l'économie. Donc cela veut dire que ce secteur est extrêmement important. Donc il faut des solutions, surtout des solutions financières bien sûr pour soutenir ce secteur. Donc en termes de chiffres, l'agriculture à peu près à 33,2% du PIB. Alors l'industrie 24%, les services 43%, ça c'est donné en 2023. Alors l'agriculture, comme on a dit, ça
emploie environ 64% de la population et 95,5% des emplois sont dans l'informel. Vous voyez? Donc, quand nous regardons un peu le poids des secteurs dans les PIB, alors il est important, il faut quand même signaler, il faut mettre l'accent sur le secteur informel. Alors, à côté aussi, nous sommes vraiment fortement dépendants de l'or et du coton. Comme vous le savez, nous sommes déjà producteurs africains. Alors, 81% et 9% des exploitations de 2023. L'économie reste fortement concentrée et vulnérable aux cours mondiaux parce que l'or, en réalité, c'est au niveau international que tout est décidé. Donc, après, et au niveau de la démographie et de l'emploi, aujourd'hui, nous sommes environ, en fait, les données du 2023, 23 millions et quelques, mais en 2026, il était déjà projeté que le Mali, la population, soit autour de 26 millions, avec une légère croissance de 2,90%. Donc, âge médian, c'est 15,9% en 2026. Et aujourd'hui, on a une jeunesse, alors on a une jeunesse active qui est là, à peu près plus de 235 000 jeunes enfants supplémentaires du marché, en fait, chaque année au niveau du marché. Alors, il y a quand même des déséquilibres, ce qu'il faut signaler. Alors, ce déséquilibre est que, au niveau sectoriel, on est vraiment un pays enclavé, vulnérable aux aléas climatiques. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on a le problème au niveau de l'électricité, pénurie persistante d'électricité, coupure fréquente. Alors, mentionner ça, c'est des données par les FMI. Aussi, la pauvreté en 2023, nous étions en 43,9%. Et le déficit commercial chronique solde, bien sûr, à moins 9% du PIB. Alors, toujours au niveau de la structure économique, mais ce qu'il faut quand même se jouir et espérer, ça c'est au niveau de la potentialité. Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui au Mali, il y a environ 43 millions d'hectares, en fait, de potentialités cultivables, donc soit 35% du pays. Mais ce qu'il faut déplorer, ce qu'il faut voir, c'est que seulement 6,6 millions de terres arables en 2018, mais réellement, en fait, cultivées à ce jour, c'est 2,6, en fait, 2,6 millions de terres qui sont cultivées aujourd'hui au niveau du pays. Alors, au niveau des surfaces des zones aurifères, on a environ 300 000 mètres carrés. Alors, cela s'ajoute bien sûr au permis environ de 50 à 300 km avec des réserves gelées et environ estimé à 735 tonnes d'or sous terre. Aujourd'hui aussi, en fait, il y a aussi l'espoir, surtout avec le lancement du projet de lithium de 2025. Et aujourd'hui, on a dans l'absolu, aujourd'hui, en fait, on a dans l'absolu, il y a aujourd'hui la potentialité, bien sûr, de 3000 aires d'ensoleillement, soit environ 398 gigawatts. Et quand même, on peut espérer que la croissance, en fait, est stable. Alors, ça varie de 4 à 5%, entendu en 2025, selon la Banque mondiale. Alors, donc ça, c'est en fait quelques informations sur l'économie, sur la structure économique. Alors, ces informations, c'est important parce que, bien sûr, ça nous permettra de voir, de mettre en liaison sur quel secteur et avec quelle potentialité, alors immédiatement, il faut bien sûr contribuer pour bien sûr répondre à la question comment la finance islamique pourrait-elle une opportunité pour les. Donc, alors, la réponse, nous allons essayer de répondre bien sûr à la question, c'est quoi la finance islamique? Comme vous le savez, la finance islamique, c'est un système financier qui essaie de concilier l'économie, l'éthique et le droit musulman des affaires. Alors, donc, la finance islamique, c'est la finance comme celle de son pendant conventionnel. Alors, elle traite des questions, en fait, d'argent. Et la finance, elle dépend du secteur. Il y a des secteurs, si c'est le secteur public, c'est la finance publique. Si c'est le secteur d'activité bancaire, c'est la finance, en fait, c'est l'intermédiation. Et si c'est les entreprises, c'est la finance d'entreprise. Donc, elle reste toujours finance, qu'elle soit islamique ou conventionnelle. Alors, essayer de concilier l'économie avec l'éthique des droits musulmans des affaires. Cela veut dire que
Alors, toutes les transactions, toutes les opérations au niveau de la finance islamique, alors ces éléments, la présence de ces éléments sont importants, sont obligatoires et sont importants. D'abord, il faut l'économie. La finance, l'investissement doit être productif. On ne doit pas se permettre de gaspiller l'argent alors dans des activités économiquement qui ne sont pas importantes. Par exemple, dans les activités comme les jeux d'hasard, alors dans les activités où il n'y a pas d'éthique, comme en fait, dans l'alcool, dans la cigarette, autres. Et tout cela doit se faire conformément au droit musulman des affaires, c'est-à-dire que tout doit être, bien sûr, doit répondre à un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs, nous allons voir en bas. Alors, la finance islamique, comme on le pense, elle ne se résume pas uniquement aux banques islamiques. La finance islamique, elle est composée par des institutions financières. Donc, ça, c'est un ensemble, c'est un écosystème et alors, c'est une industrie. Cela veut dire que dans lesquelles il y a des composantes. Donc, ces composantes, parmi ces composantes, il y a les banques islamiques. Comme vous le savez, les banques islamiques, ce sont des intermédiaires, alors qu'ils mobilisent des fonds auprès des agents dont les revenus sont excédentaires et puis distribués auprès des agents qui sont dans les besoins. Et la petite sœur des banques, c'est la microfinance, parce que les banques s'intéressent à certaines catégories des agents économiques. Alors, certains agents économiques ne peuvent pas aller auprès des banques, donc c'est le secteur des microfinances qui, bien sûr, qui les gère. Donc, il y a aussi, dans les banques, il y a la microfinance islamique. Certes, il faut ajouter que les banques représentent environ 70%, bien sûr, du secteur de l'industrie de la finance islamique. Cela s'explique parce que, comme vous le savez, quand vous regardez l'historique même de la finance islamique, alors c'est à partir des banques islamiques que, bien sûr, la finance islamique elle a commencé ses débuts. Donc aujourd'hui, le secteur des banques islamiques, en fait, le poids des banques islamiques dans, alors dans la finance islamique, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, en fait, les actifs des banques islamiques aujourd'hui à travers le monde sont importants. Il y a beaucoup de milliards, des milliers de milliards mobilisés à travers, bien sûr, les banques islamiques. Alors aussi, il y a les assurances islamiques. Comme vous le savez, les assurances, alors en fait, le point de vue islamique sur les assurances conventionnelles, c'est interdit. Donc, l'alternative à ça, les solutions d'assurance assurantielle, ça, c'est les assurances islamiques qui sont des tagafous. Et aussi, il y a les fonds d'investissement islamiques, alors, qui sont alimentés à travers les OPCVM, alors les SGI, les SGO, en fait, qui mobilisent des fonds, pas forcément égal aux banques. C'est-à-dire, au niveau de l'UEMOA, c'est pas forcément le même secteur. Il y a les secteurs, alors les fonds d'investissement qui sont gérés, bien sûr, par les marchés, par l'autorité des marchés financiers. Et les banques, ça, c'est un peu avec la BCAO et puis, en fait, avec la production bancaire. Donc, aussi, la finance islamique ne se limite pas uniquement aux institutions financières. On peut dire qui sont dans la rentabilité, qui sont en but lucratif, mais il y a aussi la finance islamique sociale et qui touche, bien sûr, les institutions comme la zakat et le waqf. Comme vous le savez, la zakat, c'est l'un des piliers de la religion. Ceux qui répondent bien sûr aux critères zakatables sont soumis à des obligations. Mais aujourd'hui, avec l'économie moderne, on a constaté que alors la zakat peut apporter. Parce que l'objectif recherché de la zakat, c'est un comportement de l'économie islamique. L'objectif recherché de la zakat, c'est vraiment essayer d'instaurer en fait l'équité. L'équité, c'est pas l'égalité, mais l'équité au niveau de bien sûr en fait au niveau de en fait la vie. Donc l'équité veut dire que vous avez des moyens, mais l'autre il a besoin un peu pour vraiment survivre. Donc alors il vous est recommandé si vous répondez les critères de donner une partie à travers la zakat. Donc la zakat elle est sacrée. La zakat est obligatoire. La zakat, déjà, le Tout-Puissant Subhanahu wa Ta'ala lui-même, déjà bien sûr, réparti les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il a déjà expliqué comment répartir un fonds zakat. Mais aujourd'hui, avec les systèmes modernes,
la zakat peut intervenir au niveau d'une banque. Par exemple, une banque peut mobiliser la zakat de ses clients ou même la zakat auprès de ses actionnaires et la banque aura un fonds zakat et ces fonds alors est destiné à 8 catégories. Ce qui nous intéresse ici, la banque elle-même elle est considérée comme un agent de collecte. Donc parmi les 8 catégories bénéficiaires, il y a ceux qui collectent. Donc la banque va bénéficier d'une commission à travers cela. Et les clients qui sont en difficulté, en fait, qui sont débitaires, qui sont dans des conditions difficiles. Prenons l'exemple aujourd'hui, comme vous le savez, au niveau du Mali, tous les jours, nous rencontrons des chocs économiques et pas seulement quelques semaines. Beaucoup de camions ont été brûlés avec les marchandises. Imaginez-vous si c'est un client d'une banque qui avait un financement, qui a bénéficié d'un financement auprès d'une banque, alors pour financer son activité et qui tombe dans telle crise, donc les fonds zakat peuvent servir bien sûr à rembourser la banque. La double avantage, parce que ça permettra bien sûr à la banque non seulement de ne pas aller en faillite, imaginez-vous aussi c'est un montant important et que les clients il est en difficulté de rembourser. Et aussi, les clients, en fait, il est parmi les 8 catégories. On a dit ceux qui sont endettés peuvent bénéficier de la zakat. Donc, on peut, en fait, non seulement la banque a remboursé, donc ça va bien sûr stabiliser la banque, mais aussi les clients, il est acquitté de son, en fait, de son engagement. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, alors aujourd'hui, il est important de développer la finance sociale islamique parce que là, son avantage. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle Waqf. Waqf aussi, c'est un instrument aujourd'hui, c'est une institution, c'est institutionnalisé aujourd'hui à travers le monde. Et à côté de nous, en Guinée, au Sénégal, alors au Niger, aujourd'hui, le Waqf est institutionnalisé. Donc, Waqf, c'est en fait des donations à titre de perpétuité. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a tellement modernisé alors les instruments financiers Waqf. Aujourd'hui, Waqf peut servir comme des refinancements. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'une des problématiques des institutions financières islamiques à travers le monde, c'est les refinancements. Donc, le fonds Waqf, aujourd'hui, peut être vraiment des moyens, en fait, des voies pour les financer. Parce que, malheureusement, encore au niveau de l'UEMOA, au niveau de la BCAO, certes, il y a des avancées remarquables, mais il faut reconnaître le système de refinancement des banques primaires islamiques au niveau de l'espace n'est pas encore activé. Donc, les banques primaires islamiques dans l'espace BCAO ne peuvent pas se refinancer auprès d'elles. Alors, les systèmes bancaires, comme vous le savez, les banques primaires se refinancent auprès de la Banque centrale avec un taux. Donc, aujourd'hui, si le système WACF est développé, c'est un moyen, non seulement pour, bien sûr, pour non seulement financer et refinancer les institutions financières, mais aussi le WACF, c'est un instrument social solidaire parce qu'elle contribue beaucoup, bien sûr, à la lutte contre la pauvreté. Et contribue, bien sûr, alors, en fait, c'est un instrument solidaire social. Donc, j'ai mis beaucoup de temps sur ce dernier point parce que je trouve que aujourd'hui, cette composante chez nous au Mali, malheureusement, reste encore, encore au début. Bon, je dirais même que ça n'existe pas. Et certes, chacun donne sa zakat de façon traditionnelle, mais qui ne fait pas assez d'effet. Mais aujourd'hui, si ces institutions, si WACF et la zakat sont institutionnalisées, alors j'avoue que c'est un secteur important. Aujourd'hui, je pense que le Burkina, c'est le cas. Alors, la zakat, il y a une institution aujourd'hui qui s'occupe à la couleur de la zakat. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un instrument important qui pèse lourd au niveau, bien sûr, de l'économie burkinabé. Alors, ça, ce sont l'écosystème de la finance islamique. Donc, il y a les banques islamiques. Alors, il ne faut pas résumer la finance islamique uniquement aux banques islamiques, parce que quand on dit généralement la finance, c'est la banque islamique. Ah ouais, vous faites des prêts sans intérêt. Ah, alors, comment la banque survit? Donc, ce qu'il faut savoir, au niveau de la finance islamique, les banques islamiques sont là. Elles représentent une part importante, certes, mais il y a aussi les microfinances, il y a les assurances islamiques, il y a les fonds d'investissement islamiques. Et il y a aussi les institutions zakat et Waqf qui sont là, qui sont dans la finance islamique sociale. Alors, je n'ai pas assez parlé des fonds d'investissement, mais alors c'est une composante aussi. Alors, aujourd'hui, qui peut mobiliser beaucoup de fonds. Aujourd'hui, la référence
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la Malaisie est une référence dans le domaine de la finance? Parce que elle a su développer, bien sûr, les fonds d'investissement. C'est un, Aujourd'hui, les fonds d'investissement mobilisent beaucoup d'argent. C'est à travers les fonds d'investissement qu'on peut mobiliser alors les sukuk. Alors, c'est à travers les fonds d'investissement qu'il y a les OPCVM, les fonds communs de placement. Alors, les OPCVM, en fait, l'organisme de placement voilà, des valeurs mobilières. En fait, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut, bien sûr, mobiliser à travers les fonds d'investissement. Alors, la finance islamique, c'est quoi? Toujours, on est dans cette réponse. La finance islamique, c'est quoi? La finance islamique, au-delà des composantes, maintenant, comment ces composantes-là fonctionnent? Il faut répondre à cela. Ces composantes-là, qui sont les banques, les microfinances, les fonds d'investissement, les assurances, fonctionnent suivant des valeurs et des principes. Alors, d'abord, les valeurs de responsabilité sociétale. Cela veut dire que ces institutions financières, les banques, les microfinances, les fonds d'investissement, les assurances, les institutions zakat, alors doivent fonctionner tout en respectant ces valeurs-là, ces deux valeurs. Alors, il y a dans ces valeurs de responsabilité sociale, il y a les interdictions qui sont explicites. Alors, il s'agit bien sûr de ce qui est interdit dans l'absolu dans l'islam et tout ce qui n'est pas éthique, entre guillemets, selon le point de vue islamique, il est formellement interdit de financer ces secteurs-là, comme le secteur de l'alcool, le secteur en fait, le secteur porcin, le secteur de l'armement lorsque c'est destiné, bien sûr, à des banditismes. Et il y a aussi les secteurs des cigarettes, etc., etc. Donc, il y a les interdictions aussi au niveau des secteurs, mais c'est les interdictions implicites. Cela veut dire que l'activité en soi n'est pas interdite dans l'absolu, mais la finalité de l'activité peut bien sûr aboutir à des interdits. Par exemple, des activités qui polluent, par exemple, des activités polluantes. Voilà. Donc, quand vous regardez l'activité peut-être en soi, par exemple, c'est en fait une usine de teinture. Alors, la teinture, c'est pas en soi interdit, mais la finalité, si c'est vraiment ça va détruire alors les fleuves, si ça va détruire l'environnement, donc il y a bien sûr l'interdiction. En fait, l'activité sera touchée par l'interdiction. Alors aussi à côté, toujours des valeurs. Cela veut dire que les institutions financières doivent fonctionner suivant tout en respectant ces valeurs. Donc, il y a la valeur d'éthique et de justice sociale. Alors, cette valeur descend un peu dans les relationnels entre ces institutions financières, bien sûr, et ses clients. Par exemple, alors dans ces relationnels, il y a ce qu'on appelle en fait les contrats. Comme vous le savez, un client qui se présente auprès d'une banque, que ce soit du côté dépôt, que ce soit du côté passif, il y a un contrat, que ce soit au niveau du, au niveau actif, il y a aussi des contrats. Donc, ces contrats-là sont soumis, bien sûr, à des clauses. Donc, il faut obligatoirement le consentement des parties. Cela veut dire qu'on ne doit pas obliger quelqu'un à contracter un financement, ou bien on ne doit pas, on ne doit pas celui, quelqu'un, c'est en profitant de sa situation pour vraiment lui consentir un financement. Donc ça, c'est formellement interdit. Aussi, au niveau des financements, il faut le devoir d'équité et de justice. Cela veut dire que dans un financement participatif, alors celui qui apporte les fonds est soumis au risque financier et celui qui apporte son temps, son effort est soumis bien sûr des gestions et de justice. Si quelqu'un est en difficulté et que cette difficulté est au-delà de sa capacité, de sa volonté, il ne faut pas encore davantage le punir. Aussi, il y a le devoir de bienveillance. Le devoir de bienveillance, ça se joue dans la relation lorsque un client dans une institution financière est en difficulté, alors il est demandé à la banque d'être bienveillant. Ou bien un client qui avait bien sûr sollicité la banque pour un financement et par la suite, il n'est plus dans les besoins de ces financements, il a demandé à la banque d'être bienveillant envers ses clients. Par exemple, je sollicite une banque islamique pour m'acheter, par exemple, un véhicule, une voiture. On conclut presque les contrats. Quelques jours, on doit me livrer. Entre-temps, j'ai eu un véhicule. Quelqu'un m'a offert un véhicule. Donc, alors la banque doit être bienveillante envers moi pour dire, bon, j'accepte d'annuler.
Bon, certes, il peut y avoir des conséquences néfastes pour la banque et généralement, dans l'activité bancaire, tout ça, c'est pris en compte. Donc, le devoir de bienveillance est sollicité, est demandé et recommandé, bien sûr, en fait, entre les institutions financières et, bien sûr, en fait, leurs clients. Aussi, dans la valeur d'éthique et justice sociale, la contribution au processus de réalisation des gains est obligatoire. Donc, c'est pourquoi on dit, alors, lorsque le risque est zéro, il n'y a pas de revenus illicites. Lorsque le risque est sévère à zéro, oui, les revenus est licite. Cela veut dire que dans le système, quand vous regardez dans le système d'intérêt, par exemple, là, le risque est zéro parce que la banque apporte l'argent à son client. Quel qu'en soit le résultat, obligatoirement, il va rembourser. Donc, la banque ne risque rien. Je sais que quelqu'un va me dire, alors, mais pourtant, la banque donne son argent et il n'est pas dans la possibilité de recouvrer. Oui, mais cela ne remet pas en cause les droits de la banque envers, bien sûr, le client. Donc, dans le système d'intérêt, le risque est zéro pour la banque. Donc, et alors, dans l'économie, dans les process, pour gagner, il faut obligatoirement contribuer. Hein, il faut contribuer forcément au process de réalisation des gains. Soit vous risquez, soit vous faites des efforts. Alors, au-delà de ces deux éléments, tout ce que nous gagnons, hormis un don, hormis un héritage, hormis la rente, alors, selon le point de vue islamique, sont prohibés, sont haram. C'est pourquoi, quand vous volez l'argent, c'est haram. Quand vous générez des revenus à travers des financements, disons à travers des prêts d'intérêt, c'est haram. Alors, quand vous ramassez l'argent, il y a des conditions pour que ça soit licite. Voilà. Et l'investissement doit être productif. La productivité de l'investissement au niveau de la valeur d'éthique de justice sociale. Donc, cela veut dire quoi? On ne doit pas gaspiller l'argent. On ne doit pas gaspiller l'argent. S'il vous plaît, quelqu'un, Fermez le micro. Voilà, fermez le micro, s'il vous plaît. Donc, la productivité de l'investissement doit être productif. Donc, cela veut dire qu'on ne doit pas, il n'y a pas de valeur ajoutée sans la productivité. Alors, si vous regardez le système d'intérêt, alors, il y a la valeur ajoutée au niveau financier, pour, bien sûr, l'apporteur des fonds, pour la banque. Mais en réalité, cette valeur ajoutée au niveau économique n'existe pas. C'est-à-dire, ça ne crée pas de la valeur ajoutée. Et en finance islamique, pour que le revenu soit licite, comme nous venons de le dire, il faut qu'il y ait la productivité derrière. Alors, c'est comme si quelqu'un se permette alors d'investir, mais sachant très bien qu'il ne gagne pas et qu'il n'y a pas de retour sur l'investissement. Cela veut dire que, bon, sauf s'il est dans l'économie solidaire, mais s'il est dans l'économie de la productivité, s'il est dans le domaine de bien sûr la rentabilité, la productivité de l'investissement est là. Donc, il faut que l'investissement soit productif. Alors, c'est quoi la finance islamique? Donc, en fait, les valeurs en déduisent des principes suivants. Quand beaucoup de gens, généralement, quand on parle de la finance islamique, c'est ces principes-là. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut savoir, c'est plutôt les valeurs. C'est parce que c'est les valeurs qui expliquent l'esprit de la finance islamique. La finance islamique, c'est un comportement de l'économie islamique. L'économie islamique a un esprit. L'esprit, c'est la rentabilité pour tout le monde. Vous voyez? Or, quand vous regardez les systèmes conventionnels, généralement, ils sont dans la posture de la maximisation des profits parce que dans l'économie et bien sûr dans la finance capitaliste, c'est cette règle-là qui prime la profitabilité, en fait, la profitabilité. Comment je peux profiter? Même si je profite sur, bien sûr, sur les dos de l'autre, alors c'est de voir quelle technique, quelle ingénierie je peux faire pour profiter. C'est pourquoi, vous voyez, au niveau de ces marchés financiers, autant d'ingénierie, généralement, en fait, souvent à la fin, qui sont incontrôlables. Parce que tout le temps, on crée alors en fait, des systèmes dans lesquels en fait, ceux qui sont derrière peuvent profiter. Alors, en finance islamique, cet esprit-là est important. Alors, parce que généralement, souvent au niveau opérationnel, tout de suite, on voit la différence. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de riba au niveau de banque islamique. D'autre côté, il y a des ribas. Mais au niveau de l'esprit, c'est ça. C'est avec les institutions sont conçues généralement en fonction de l'esprit. Quel esprit? La finance islamique, c'est la rentabilité. Généralement, pour voir la rentabilité, c'est là, elle s'explique au niveau des banques islamiques, par exemple. Quand un client sollicite un financement, dans un premier temps, nous allons voir est-ce que ces financements, la finalité ne détruit pas
Alors, la population, est-ce que la finalité, par exemple, quelqu'un qui sollicite d'installer une brasserie où il va produire de l'alcool. Oui, la brasserie, économiquement, ça va produire, mais la finalité, c'est la population. Vous voyez? Donc, quand vous demandez une banque islamique un financement, alors la première des choses, c'est de voir, c'est de mettre dans les baromètres, est-ce que c'est un financement licite avant de voir tout autre aspect. Est-ce que ce financement-là répond? Alors, est-ce que c'est éthique? Est-ce que, alors, ce financement respecte les objectifs recherchés par la charia? Est-ce que, alors, ces financements, dans ces financements, ça ne va pas créer alors une industrie pour tuer les gens? Est-ce que dans ces financements, ça ne va pas créer une opportunité pour détruire la progéniture des gens? Est-ce que dans ces financements, ça ne va pas créer une opportunité pour certains pour, bien sûr, toucher l'intérêt des gens? Voilà des interrogations. C'est pourquoi dans toutes les institutions financières islamiques, il y a la présence d'un comité spécialisé en charia. Donc, ce comité, son rôle, c'est de voir d'abord est-ce que ce financement est éthique. Vous voyez? Donc, cela est important parce que si vous résumez la différence de la finance islamique à la finance conventionnelle uniquement au niveau opérationnel, c'est ça le problème. Donc, les valeurs expliquent pourquoi on dit la finance islamique est permise, pourquoi la finance conventionnelle n'est pas permise. Donc, c'est les valeurs qui expliquent ça. Parce que dans les valeurs, il y a l'esprit. Donc, tout ce que nous venons de voir, surtout au niveau des valeurs d'éthique et de justice sociale, vous voyez que, en fait, les acteurs, les parties prenantes, les droits de chaque partie prenante est pris en compte. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et il faut que, alors, les acteurs de la finance islamique expliquent aux gens que la différence de la finance islamique avec la finance conventionnelle n'est pas seulement au niveau opératif, mais c'est plutôt au niveau de l'esprit. Donc, au niveau des principes, au niveau opérationnel, il est interdit, bien sûr, de pratiquer l'intérêt. L'intérêt, autrement en arabe, c'est le riba. C'est lorsque vous sollicitez un financement et que la banque ajoute un surplus et au remboursement, vous remboursez avec ce surplus. Par exemple, vous sollicitez 1 million, la banque vous donne 1 million et vous remboursez les 1 million avec un surplus de 100 000. Donc, cela veut dire que la banque vous a loué 1 million pendant un temps et vous remboursez, vous payez la location de 1 million avec 100 000. Donc ça, c'est un gâchis pour l'économie réelle. C'est un gâchis pour l'économie. Même les économistes classiques sont unanimes là-dessus. Même les économistes classiques. Ça, c'est un gâchis. Parce que c'est comme si 1 million a créé alors un surplus de 1 million au niveau monétaire, mais en réalité, l'économie réelle n'a pas été concernée. Il n'a pas été touché l'économie réelle. Et si nous nous mettons dans cette dynamique, au bout du compte, l'économie monétaire serait déconnectée de l'économie réelle. Or, l'économie monétaire n'a pas son sens sans l'économie réelle. Sans l'économie réelle, en fait, l'économie monétaire en tant que telle, si nous restons dans cette dynamique de l'économie monétaire, au bout du compte, il y aura la rareté des biens. Et c'est là, c'est un gâchis. C'est comme si je prends un exemple. Supposons que souvent on se pose la question, pourquoi la BCAO ne va pas alors créer autant de monnaies? Un beau matin, vous verrez des serviteurs devant toutes les familles, alors donner 100 millions, 100 millions, parce que c'est des papiers, c'est des matières, alors 100 millions à toutes les familles. Et on se réveille, nous sommes tous riches. Alors, c'est le risque de cela sur, bien sûr, si la population, si l'économie, c'est quoi? Alors, tu n'auras personne pour conduire les taxis. Tu n'auras personne pour conduire les télémanies. Tu n'auras personne pour enseigner. Donc, tout ce qui est en fait, personne ne va travailler pour personne. Parce que vous avez 5 millions, j'ai 5 millions. Donc, il y aura la réalité des biens. C'est pourquoi l'économie réelle, en fait, l'économie monétaire n'a pas de poids sans l'économie réelle. Donc, il doit y avoir toujours un équilibre pour éviter l'inflation. Donc, le système en fait, crée cette
classique mondial, des crises chaque dizaine d'années. Les marchés monétaires sont là à créer des monnaies sans pourtant qu'il y ait un endossement à l'économie réelle. L'argent en soi n'est pas un produit. L'argent, c'est juste un moyen, c'est un instrument pour permettre, bien sûr, pour nous permettre de faire des échanges. Imaginez-vous, j'ai pris l'exemple sur les 100 millions à toutes les familles de Bamako. Et alors, dans telle dynamique, il n'y aura pas de chauffeurs qui vont transporter. Alors, personne ne va cultiver. Et les 100 millions, est-ce qu'on pourrait consommer les billets de 100 millions chez nous? Ce n'est pas possible. Hein? Donc, vous voyez que le système d'intérêt, on ne dit pas que les riba est haram comme ça. Hein? Ce n'est pas parce que dans le Coran, alors il est dit le riba, Dieu a permis, en fait, a interdit l'intérêt et puis permis les négoces. Ce n'est pas seulement parce que Dieu il a fait. Il y a, bien sûr, au niveau financier, on peut expliquer cela. C'est pourquoi, généralement, dans mes discussions ou bien dans mes conférences, je mets toujours d'arguments. Alors, les raisons d'interdiction financière et les raisons et les poids de cette interdiction financière sur l'économie réelle. Alors, celui qui croit au Coran, quand il dit Dieu a dit ça, il va accepter. Hein, j'ai participé à une soutenance où les membres des jurys, lorsqu'on a dit que Dieu a interdit le riba et autorisé le commerce, il dit mais ça dépend, hein, et il dit que ça dépend de l'interprétation. Imaginez-vous. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un monde tellement la philosophie et l'analyse plus large à dominer, souvent les raisons religieuses pour dire que les riba interdits, à mon sens, n'apportent pas assez de poids. Il faut avancer des raisons monétaires, des raisons financières et l'impact sur l'économie. Alors, après cette interdiction, bon, quand vous regardez l'interdiction de l'intérêt, les riba, c'est en tout cas, alors la pièce maîtresse, c'est l'élément déterminant commun parce que les systèmes conventionnels, la pièce maîtresse, c'est les riba. Ça, l'intérêt, il n'y a pas de système conventionnel. Et l'innovation de la finance islamique, quand nous regardons l'historique, il remonte à la révélation, bien sûr, des versets coraniques, bien sûr, qui ont interdit les riba. Donc, c'est un élément important. Alors, généralement, quand on dit l'intérêt, certains assimilent, bien sûr, à la marge. L'intérêt n'est pas égal à la marge. La marge, en définition plus simple, c'est la différence entre le prix, entre les coûts d'achat et les prix de vente. L'intérêt, en fait, c'est la rémunération de l'argent à partir de lui-même, ou bien la rémunération d'un bien à partir de lui-même. Parce que le riba, ne concerne pas seulement l'intérêt, et disons, ne concerne pas seulement la monnaie, ça concerne aussi autre chose. Voilà, l'état imparti ne nous permettra pas, bien sûr, de voir ces éléments, mais ce qu'il faut savoir, l'intérêt des riba est haram et c'est interdit. Voilà, il y a des raisons qui expliquent. Et je n'avance pas l'argument religieux. À côté de ces principes, il y a aussi un autre principe qui est l'incertitude. Il est interdit dans les relations contractuelles entre les banques et ses clients, entre alors l'opérateur Tagafoul et ses participants, entre les fonds d'investissement et ses investisseurs. Il est interdit de faire la spéculation. Disons, il est interdit de faire l'incertitude. En fait, tout doit être clair. On doit définir clairement tous les éléments contractuels. Par exemple, comme on l'a dit, on ne peut pas vendre des poissons dans l'eau. Hein? Ou bien, toutefois, si, par exemple, dans un contrat salam, on va voir plus loin, si les éléments, les caractéristiques des financements ne sont pas définis, à la fin, il y aura un problème. Et aussi, il est interdit de faire la spéculation. La spéculation, c'est maïsir. Maïsir, c'est le jeu d'hasard. La spéculation, généralement, vous en trouvez ça au niveau des marchés financiers, au niveau des marchés monétaires. Alors ça, c'est un élément très pratiqué là-bas. Donc, il est formellement interdit la spéculation. Aussi, nous venons de citer les secteurs illicites sont haram. Et aussi, on dit on ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas. Bon, c'est relatif, hein. Alors, il peut y avoir la possession légale. Par exemple, une banque islamique, alors peut vendre des tonnes de ciment à un client, mais la banque ne touche pas physiquement le ciment. Il peut autoriser les clients d'aller s'approvisionner auprès de l'usine en son nom. Vous voyez, parce que si on dit ce qu'on ne possède pas physiquement, alors ça c'est extrêmement compliqué. La banque islamique en soi n'est pas une entreprise commerciale. Il achète des biens, qui stocke des biens, ou une société qui achète des biens, qui stocke des biens, mais alors elle est juste un intermédiaire.
Et aussi, au niveau des principes, il est recommandé que toutes les transactions, alors, offertes par les banques, par les institutions financières, etc., doivent être adossées alors à des actifs tangibles. Cela veut dire qu'il n'y a pas de transactions financières dans une banque islamique sans qu'il y ait un actif tangible. Exceptionnellement, sauf si, alors, il y a un financement à travers garde ensemble. Par exemple, si la banque donne un prêt à un client à taux zéro, donc là, bien sûr, là, il n'y aura pas un actif tangible derrière. Par exemple, docteur Kone a besoin de 200 000 pour un besoin familial. On ne peut pas exposer ça auprès de la banque. Donc, il peut solliciter de la banque de l'accorder un prêt sans intérêt. La banque peut l'accorder un prêt sans intérêt à taux zéro. Donc là, il n'y a pas un actif derrière. Et aussi, enfin, au niveau des principes, en fait, de partager les risques. Ça, c'est au niveau des opérations de financement participatif. On se retrouve dans des opérations où il y a un apporteur de fonds et un gestionnaire, ou bien il y a des apporteurs de fonds, alors donc le risque est partagé. Et en cas de profit, on gagne tous, et en cas de perte, on perd. Mais attention, là, il y a le devoir d'équité et de justice qui va intervenir. Alors, imaginez-vous, je suis banque, je donne 10 millions à docteur Kone, alors pour une opération de Moudaraba. Et docteur Kone, alors il a des relations. L'exemple frappant, il est allé acheter du riz dans la zone d'office du Niger. À mi-chemin, il a des problèmes. En fait, le camion a plus fait avec les marchandises. Alors, j'ai dit, docteur Kone, bon, en tout cas, moi, je t'ai donné les 10 millions, il faut me rembourser, docteur Kone. Donc là, ça, c'est interdit. Ça, c'est pas normal. Parce que nous sommes engagés ensemble à partager les risques. Et en partageant les risques, il y a les profits comme il y a les pertes. Donc voilà les 5 principes, alors, suivant lesquels les institutions financières, les composants de la finance islamique fonctionnent. Que ce soit une banque, que ce soit une microfinance, que ce soit une assurance, que ce soit un fonds d'investissement, que ce soit au niveau de la finance islamique sociale, ils sont tous soumis au respect de ces principes-là. C'est pourquoi, au niveau de ces institutions financières, la présence d'un organe de gouvernance, qui est le comité de conformité charia, est obligatoire. Alors, nous venons au niveau des questions centrales même de notre thème. Je pense que vous avez bien cerné. Alors, c'est quoi la finance islamique? Pourquoi la finance islamique est une opportunité pour le Mali? Alors, pour répondre à cette question, alors, nous dirons, vous venez de voir que la finance islamique a des valeurs. Vous savez, ces valeurs, quand on respecte ces valeurs au niveau de l'économie, que nous soyons dans un environnement islamique ou pas, que tu sois musulman ou pas, en respectant ces valeurs-là, c'est pour le bonheur de l'humanité. C'est ça à peu près. Comme il a été dit, le prophète a été envoyé pour toute l'humanité et pour le bonheur de l'humanité, pour le bien-être de l'humanité. Que tu sois musulman ou pas, alors tu profites de de cet avantage-là. Imaginez-vous, même les animaux sauvages, même les animaux domestiques. Il est même recommandé, si vous voulez égorger un mouton, il faut bien trancher, bien sûr, le couteau pour que l'animal ne sent pas pour que l'animal ne sent pas la douleur. Donc, c'est pour dire que la finance islamique, elle est une finance universelle. C'est pas uniquement les musulmans. Par l'expérience, j'ai géré une institution financière, j'avais des clients non musulmans. C'est extraordinaire de dire que les logos de CIDA Mana Finance, les logos de Takaful, Mali Assurance Islamique, ont été conçus par un non-musulman. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que, alors, souvent, résumer la finance islamique, alors, aux musulmans, c'est pour restreindre, c'est pour réduire, bien sûr, les potentialités de la finance islamique. Un non-musulman peut bel et bien procurer des avantages de la finance islamique. Donc, la finance islamique a des valeurs adaptées à la justice et le bien-être. Donc, c'est pourquoi la finance islamique, est une opportunité pour le Mali. Elle est une opportunité pour le Mali. Pourquoi? Parce que si on a un environnement financier islamique où il y a un écosystème financier islamique développé, c'est une opportunité pour connecter, bien sûr, aux opportunités d'investissement. Par exemple, les investisseurs du Golfe. Aujourd'hui, alors, on est unanime là-dessus. Même les États-Unis
les systèmes bancaires américains, alors, quand vous regardez un peu à la base, en fait, les éléments, après les protagonistes, les éléments qui sont d'une part à la base alors, des crises de subprimes, c'est lorsqu'il y a une migration massive des fonds alors, des pays du Golfe, des États-Unis vers ces pays-là. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est une réalité, c'est des pays riches, ils ont des moyens, ils ont de la liquidité. Donc aujourd'hui, à quoi ça sert d'aller, bien sûr, lever des fonds? Il suffit seulement de créer un environnement euh, propice, un environnement qui répond bien sûr à leur inspiration, alors à leur inspiration d'investissement. Donc, par exemple, en 2015-16, la Côte d'Ivoire, lorsque Ado est venu dans les affaires, il a été conseillé de s'orienter vers la finance stable. C'est pourquoi ses premières levées de fonds étaient bien sûr de sukuk. En 2015, il a levé 150 milliards et en 2016, 150 milliards. Vous voyez? Donc aujourd'hui, pourquoi la finance stable pourrait être une opportunité pour le Mali? Bien sûr, quand on va essayer de connecter alors notre économie, bien sûr, à l'économie des investisseurs qui ont l'argent. Et aussi, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a en fait des réserves. Hein? Il y a des réserves d'épargne énormes non bancarisées. Quand nous, en un mois de notre cabinet, on a fait une étude, l'une des raisons, alors, en fait, surtout les Mali, de faible taux de bancarisation, c'est des facteurs culturels, des facteurs religieux. Parce que vous êtes unanime avec moi, il y a autant de commerçants aujourd'hui au niveau de nos marchés qui ne font pas confiance, bien sûr, aux banques. D'une part, parce qu'il y a Eliba à côté de moi. Combien de personnes, vous êtes d'accord avec moi, alors lorsqu'il a voulu, ou bien lorsqu'il a été contacté par sa banque, d'abord la nuit, il va demander son imam. Ah, ma banque m'a sollicité de donner l'argent, est-ce que c'est permis? Quand l'imam dira non, c'est pas permis, le lendemain, il va appeler la banque, non, je ne suis pas intéressé et les fonds sont gardés dans les marchés. C'est pourquoi en cas de catastrophe, il y a énorme perte. Donc, aujourd'hui, la finance islamique peut mobiliser beaucoup de fonds. En un mois donné, nous avons fait une étude en démontrant que alors, le Mali peut mobiliser plus de 500 milliards de francs CFA à travers la finance islamique. Nous sommes partis sur nous avons fait une projection sur la base en disant si nous prenons 10% de la population active, et que ces 10% de la population, ça se trouve environ autour de 3 à 4 millions, et que les 3 à 4 millions, chacun mobilise à peu près 500 000 auprès d'une institution financière, mais à travers un fonds d'investissement, j'avoue qu'on peut mobiliser beaucoup de milliards. Et alors aussi, pourquoi la finance islamique est une opportunité pour le Mali? Parce que les financements, en fait, les financements offerts par ces institutions financières islamiques sont adaptés au secteur clé du Mali. On va voir en bas, nous allons bien sûr faire des simulations. Pourquoi la finance islamique est une opportunité pour le Mali? Oui, parce que alors la finance islamique, dans la finance islamique, il y a la stabilité financière. Il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de détournement dans la finance islamique. À travers un montage sukuk, alors personne ne peut détourner parce que les intervenants, les fonds mobilisés appartiennent aux investisseurs. Et avec les acteurs intervenants, le détournement n'est pas possible. En dernier lieu, généralement, que beaucoup de gens considèrent cela comme un facteur, mais moi, je le mets généralement en dernière position. Ça, c'est dire que la population malienne est musulmane, est fortement islamisée parce qu'il y a, bon, ils sont musulmans, parce qu'il y a 95%. Alors, ces éléments, oui, c'est important, mais ce n'est pas un élément déterminant. Les jours où vous aurez l'occasion de créer une institution financière, vous allez voir que souvent les gens, je prends juste l'exemple, hein, quand on a créé Tagafood, quand j'étais directeur, alors certains refusaient de venir souscrire auprès de nous parce qu'il y a un différent de 2000 francs. Imaginez-vous, 2000 francs CFA. Imaginez-vous, hein, 2000 francs CFA, il met dans l'eau l'aspect conformité. Il met dans l'eau. Il ne considère pas cela. Seulement à cause de 2000 francs, il dit non, vous êtes cher. Moi, je vais de l'autre côté. Donc, l'argumentaire religieux ne lui concerne, ne l'intéresse pas. Donc, c'est pourquoi quand vous dites, ah, généralement, tout le temps, quand on dit, ah, la finance islamique, les banques islamiques, ah, ça va très bien marcher au Mali parce que la population est musulmane à 95%. J'avoue que cet indicateur, à mon avis, il faut classer en dernière position et mettre plutôt l'aspect finance et mettre plutôt l'aspect valeur de la finance islamique. Dire à un non-musulman, oui, viens,
on peut te financer sans souci. On peut te financer avec assurance. Et on peut te financer dans laquelle, alors vous êtes tranquille. Parce que dans la finance islamique, le détournement d'objets n'est pas là. Donc voilà pourquoi, alors, la finance islamique est une opportunité pour les Maliens. Maintenant, la question comment la finance islamique peut être une opportunité pour le Mali, parce que la finance islamique, elle offre des instruments adaptés au contexte socio-économique et aux besoins des agents économiques via des opérations de financement non participatifs à travers Mourabaha, Moussawama, Ijara, Sera, Insistant, Gabasan, Wakala. Alors, il serait difficile, bien sûr, d'expliquer à fond ces instruments, ces différents produits, comme vous le savez. Mais ce qu'il faut savoir, quand on dit Mourabaha, il s'agit d'achat et vente. Quand j'ai besoin d'un financement auprès d'une banque conventionnelle pour acheter une maison, je vais demander 20 millions auprès de ma banque. La banque me donne 20 millions, je rembourse à 23 millions, j'achète la maison et je rembourse la banque. À travers Mourabaha, la banque peut acheter pour moi la maison. Elle achète la maison, donc l'opération est adossée à un actif tangible et la maison est licite éthiquement et me vend la maison. Donc, il va m'acheter la maison à 20 millions, il va acheter la maison avec les concessionnaires à 20 millions. Par exemple, je prends l'exemple concret. Docteur Kone a besoin alors d'une villa, mais il faut que la villa soit disponible. C'est important parce que, alors, au niveau de ces différents produits, il y a des points de différence. C'est pour dire que si nous expliquons ces différents instruments, alors à la fin, vous allez confirmer avec moi que la finance système par excellence, c'est une institution, c'est une industrie financière d'innovation qui s'adapte aux réalités, bien sûr, des agents économiques. Donc, à travers Mourabaha, la banque va acheter la villa à 20 millions pour Dr Kone et la banque va vendre la villa à Dr Kone à 25 millions. Donc, d'où, bien sûr, une marge pour la banque de 5 millions remboursable sur 10 ans. Alors, tout si certains vont me dire, mais pourtant, vous avez dit que l'intérêt est interdit, mais les 5 millions n'est pas intérêt. Est-ce que c'est pas égal lorsque la banque va donner 20 millions et que Dr Kone va rembourser 25 millions? Oui, la finalité sont les mêmes quand nous regardons, mais les mécanismes d'obtention ne sont pas les mêmes. La finalité, la banque va encaisser 5 millions de plus, en fait, de deux exemples. La banque va encaisser les 5 millions. Mais d'un côté est haram, l'autre côté est licite, comme les mariages et les concubinages. La finalité, s'il y a un enfant, c'est toujours un enfant, c'est un être humain. Mais l'un du point de vue islamique est accepté, l'autre est interdit. Pourquoi? Dans le cas de villa, ou dans le cas de villa accepté, parce que là, derrière, il y a un actif tangible. La banque touche l'économie réelle. La banque sort de l'économie financière pour aller toucher l'économie réelle. Mais dans le cas de la conventionnelle, la banque reste toujours dans l'économie financière, qui ne touche pas l'économie réelle. Donc, la banque crée une valeur à ce niveau, mais en réalité, la valeur n'est pas adossée à un actif tangible, à une réalité économique. Donc, c'est pourquoi les deux ne sont pas les mêmes. Même les financiers sont d'accord avec moi que dans les cas où la banque va acheter la villa, alors, on est dans le commerce et il y a un actif. Et là, on parle de coût d'achat. On parle de coût d'achat lorsqu'il y a un actif réel. Et à la différence du prix de vente, la banque va encaisser les 5 millions. Mais si c'est la conventionnelle, la banque, bien sûr, va me prêter 20 millions. On ne parle pas de coût d'achat parce qu'il n'y a pas un actif. Et je le rembourse avec 25 millions, d'où la création bien sûr, de 5 millions par la banque. Et ce qui n'est pas autorisé aux banques primaires. Les banques primaires, leur mission ne doit pas créer de la monnaie. La création de la monnaie est bien sûr la mission régalienne, bien sûr, la banque centrale. Après, il y a Moussawama. Dans Mourabaha, alors la banque a obligation d'informer Dr Kone qui va acheter les biens la villa à 20 millions et que la villa, alors, il y aura 5 millions. Mais contrairement à Moussawama, alors, la banque n'est pas obligée bien sûr, d'informer Dr Kone, à la différence. À côté de ça, il y a Jara qui est très proche des formes alors de crédit leasing, selon dans les banques conventionnelles, mais à la différence des prêts. Donc, Jara, pour comprendre, c'est la location. Vous voyez? Et la finalité peut être une option de vente ou, en fait, ça peut être une option de restitution. Donc, c'est la location. Selem, c'est un contrat où la banque, bien sûr, peut financer quelqu'un qui est dans les besoins de fonds de roulement. Par exemple, un agriculteur
qui est dans les besoins des fonds de roulement, qui n'a pas d'argent. Ça, c'est des réalités chez nous. Par exemple, vous verrez que quelqu'un, il a 5 hectares, mais il n'a pas les moyens pour financer. Donc, à travers CELEM, alors la banque peut lui avancer alors l'argent, le fonds immédiatement, et après, il va livrer les riz à la banque. Et Sisna est adapté à la différence entre le système Murabaha. Dans le cas des Sisna, tu verras que la villa n'existe pas. Donc, docteur Kone va présenter les caractéristiques des villas à construire. Vous voyez? Et dans le Sisna, c'est très proche des formes à Salam, mais dans Salam, le fonds est immédiatement avancé à la conclusion du contrat et la livraison des biens est différée. Mais dans le cas des Sisna, ça peut se faire. Il peut y avoir des avances, il peut y avoir des paiements après, il peut y avoir des échelonnements. Donc, garde-la-sang, c'est lorsque vous êtes dans les besoins de cash et que vous n'avez pas, alors la banque vous donne cash et vous remboursez. Donc, Wakala, c'est en fait un instrument de prestation de services. La banque peut signer ou avec des déposants qui veulent que la banque gère leurs fonds à travers Wakala. Donc, ça sont des opérations, comme son nom l'indique, des opérations de financement non participatif. Cela veut dire que la banque ne demeure pas dans le risque avec les clients à travers ces opérations dont nous venons de citer. Alors, les risques se transfèrent d'un niveau à un niveau. Par exemple, dans le cas de Murabaha, dans le cas de l'achat de la villa, les risques est en fait, le risque est à la banque lorsque la banque est dans le processus d'achat de la villa. Mais une fois que la villa est réceptionnée par Dr Kone, les risques est transféré à Dr Kone. Par exemple, une fois que Dr Kone réceptionne la villa, alors imaginez-vous qu'il y a des aléas naturels, hein, ou bien il y a des guerres ou des insécurités, par exemple, qui dégradent la villa. Cette responsabilité incombe bien sûr à Dr Kone. Mais avant la réception de la villa, en fait, la banque est responsable. Alors, à côté de ces opérations de financement non participatif, il y a des opérations de financement participatif qu'on appelle Moudaraba ou Moucharaka, où dans Moudaraba, c'est comme les sociétés en commandite. Il y a un apporteur des fonds et puis il y a un gestionnaire. Dans Moucharaka, les deux parties alors apportent des fonds. Et la gestion peut être confiée à l'un d'eux ou bien on peut confier la gestion. C'est comme si un directeur actionnaire d'une société. Il est à la fois actionnaire, mais aussi il est gestionnaire. Ça, c'est un peu l'exemple du cas de Moucharaka. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite. Il y a aussi, alors, les fonds communs de placement. C'est-à-dire qu'il faut cet écosystème pour que, voilà, pour que la finance islamique alors, soit une opportunité pour le Mali. Donc, il y a aussi les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, c'est l'autorité des marchés financiers qui gère ça à travers les OPC. Donc, c'est un moyen, ce sont des instruments, bien sûr, qui permettent bien sûr, à un pays ou bien à des privés, hein, de mobiliser des fonds. Par exemple, on peut voir les fonds communs de placement dans les EJ, mais dans les EJO, par exemple. Et aussi, les sous sont aussi souvent portés par les fonds communs de placement, par les EJ. Donc, les sous c'est les véhicules d'investissement. C'est comme à peu près l'obligation, pour que vous compreniez, l'obligation lorsque l'État a besoin de fonds, va lancer des bons de trésor à travers des obligations. Mais c'est différent de l'obligation, des obligations. Alors, souvent, c'est un véhicule d'investissement qui permet de mobiliser des fonds auprès d'investisseurs pour un projet réel ou bien dans le cadre de la titrisation. On va voir un exemple. Donc, à côté, bien sûr, de ça, il y a ce qu'on appelle les WACF et la zakat qu'on a vu au niveau des composants. Alors, en autre sens, voilà comment la finance islamique est une opportunité, dans la mesure que, alors, si ces instruments sont disponibles. Donc, nous allons essayer de voir des cas pratiques, alors des simulations, disons, par exemple, pour le financement des besoins de l'État central. Alors, les modérateurs, je pense qu'on est dans les temps où on a épuisé. Les modérateurs. Je pense que vu l'importance du sujet, vous pouvez continuer. OK, excellent. Donc, par exemple, pour le financement des besoins de l'État, j'ai pris des exemples, voilà les tableaux. Alors, bien sûr, je vais partager après les documents avec l'association qui va mettre les documents à votre disposition, mais je vais essayer de prendre quelques exemples. Par exemple, pour l'État central, pour le gouvernement du Mali, pour bien sûr booster, par exemple, la culture des rentes. Exemple, le coton, le secteur coton. Alors, comme vous le savez, l'État a besoin des intrants agricoles pour le fonds de roulement. Donc, à travers, bien sûr, en fait, l'instrument Murabaha ou Salam
à travers les banques islamiques, les microfinances islamiques, l'État peut financer bien sûr les cultivateurs. Vous voyez, l'État peut financer. Par exemple, l'État peut solliciter une banque à travers CELEM que la banque va, bien sûr, à travers Mourabaha, que la banque va livrer en fait des intrants aux cultivateurs. C'est possible. Ou les cultivateurs eux-mêmes vont solliciter la banque. Vous voyez? Donc la banque va mettre à leur disposition des fonds et après la banque va récupérer les cotons pour bien sûr la CMDT. Ça aussi c'est possible. Donc, au niveau de l'agriculture vivière, par exemple, aujourd'hui, il faut reconnaître que, on a vu ça, je pense qu'on a vu ça au niveau des chiffres. Aujourd'hui, il y a la possibilité pour le Mali d'aménager environ 43 millions d'hectares. Mais il faut reconnaître qu'on a aujourd'hui, seulement c'est 6 millions et réellement, ce qui est cultivé, c'est 2 millions et quelques. Donc, il y a vraiment un besoin. L'exemple, il y avait à un moment donné Sensat. Sensat, c'était un projet où certains pays ont mobilisé des fonds pour aménager les terres au niveau de l'OVI du Niger et le riz et les produits, bien sûr, seraient exportés vers ces pays-là. Le Mali va profiter parce que c'est sur son territoire et puis il y a des avantages. Donc aujourd'hui, on peut bien sûr initier un tel projet à travers un fonds commun, par exemple. Hein? À travers un fonds commun, par exemple. Et alors, on va mobiliser, par exemple, supposons que l'État veut aménager 20 millions Voilà, donc, de mètres carrés. Ouais, s'il vous plaît, votre micro. Votre micro, s'il vous plaît. Celui qui parle votre micro. Voilà. Supposons, j'ai pris l'exemple, je disais que l'État veut aménager 20 milliards, disons 20 millions de mètres carrés dans l'office du Niger. Par exemple, pour cultiver le bleu ou les riz. Il a besoin, par exemple, 5 000 milliards. Vous voyez, quand on dit ces chiffres-là, c'est étonnant, mais j'avoue qu'avec une démonstration, 5 000 milliards, facilement, on peut mobiliser auprès en fait, de la population malienne. Pas à l'étranger. Prenons l'exemple seulement sur les fonds en fait, les fonds de souveraineté au niveau d'Orange Mali. Aujourd'hui, si vous faites les décomptes, c'est important. Il suffit seulement que à peu près 3 millions de Maliens souscrivent dans ces projets à travers un fonds commun de placement où les gens vont s'engager, par exemple, à mobiliser chacun 1 million. Multiplier, par exemple, 1 million par 3 millions. C'est combien? Vous voyez? Et c'est facile. Et on met un plan de mobilisation. Il n'est pas dit qu'on va mobiliser d'un coup, c'est 1 million. Par exemple, un fonctionnaire peut s'engager à mobiliser, c'est 2 ans. Ouais. Donc, chaque mois, peut-être, il va verser 30 000, 40 000. Donc, il fait partie des investisseurs pour aménager les 20 millions de kilomètres carrés au niveau de l'office. Et c'est la meilleure des retraites. Vous voyez? Et aussi, par exemple, l'exemple avec l'INPS. Aujourd'hui, les fonds retraités au niveau de l'INPS, à travers un fonds commun de placement, que le projet peut être apporté, bien sûr, par les trésors ou bien par EG Mali. Alors, on peut aujourd'hui, en fait, aménager autant de terres au niveau de l'Office du Niger pour cultiver du blé, pour alors cultiver des riz. La question peut se poser, quel pourrait être le retour sur l'investissement? Voilà, les riz cultivés. Alors, une fois que la terre est aménagée, il y a des options. Soit on va vendre des terres, ou bien on va installer des producteurs. Vous voyez? Donc, les investissements, en fait, les retours, les productions, il revient bien sûr aux investisseurs. Non seulement on va satisfaire l'autosuffisance alimentaire au Mali, mais aussi exporter. Hein? Il n'y aura plus question d'importer le riz au niveau du Mali ou bien la farine bleue au niveau du Mali. Ça, c'est pas possible. Donc, il n'y aura plus cette question. Donc, avec les fonds communs de placement, on va créer un fonds qu'on peut même appeler Fourwawari, par exemple, hein, ou bien Fourwanafro, où on va mobiliser à peu près 5 milliards pour aménager, pour aménager 20 millions de kilomètres carrés. C'est comme à peu près les fonds de CELSAT. Seulement qu'on est allé solliciter auprès des banques. Non, on peut mobiliser ces fonds au niveau national avec des mécanismes vraiment maîtrisés. Vous voyez? Donc, aussi au niveau énergie, mine et transport, aujourd'hui, l'État du Mali peut mobiliser beaucoup de fonds pour bien sûr faire face aujourd'hui à cette crise d'électricité. Bien sûr, en construisant des barrages, des installations de panneaux voltaïques ou approvisionnement en carburant et à travers le soukouk par les investisseurs. Donc, l'IDEM aujourd'hui, bien sûr, peut initier des projets
pour construire, bien sûr, des centres, en fait, des centrales hydrauliques qui peuvent produire autant d'électricité. En quoi faisant, par exemple, si l'IDEM initie aujourd'hui de mobiliser 1000 milliards pour, bien sûr, investir, je pense que cette question de l'électricité, on va plus en parler au bout de 3 ans, avant la fin des investissements. Et 1000 milliards n'est rien pour mobiliser son prêt lorsque ici il y a une connexion avec, bien sûr, le pays du Golfe. Et on peut mobiliser 500 milliards à l'interne à travers des systèmes très flexibles. En fait, les mécaniciens au bout du carré. Hein? Alors, en fait, la vendeuse de fruits peut investir à ce niveau à travers des systèmes. Aujourd'hui, c'est l'exemple là. Quand vous appelez, quand vous payez des recharges, on vous prenez 100 francs. Mais on initie un système comme ça. Quand vous payez quelque chose, on prend 100 francs. Et c'est pour vous, c'est pour investir. On n'a pas besoin d'aller mobiliser ailleurs. Aucune économie ne se prospère tant que l'épargne locale n'est pas là. Il faut épargner, il faut mobiliser l'épargne locale et puis investir. Et c'est là que vraiment l'économie peut prospérer. Ouais. Donc aujourd'hui, on peut aussi, à travers l'exploration de, en fait, des extractions et raffineries, on peut bien sûr, à travers ce coût d'investissement, on peut faire des études. Aujourd'hui, faire de l'aménagement, acquisition de machines lourdes, hein, installation d'usines pour, par exemple, Sorama, qui est la société des mines maliennes, et au niveau de la société Lithium. Et aussi, les Mali, en fait, lorsque l'État est dans les besoins de cash, parce que souvent, cette question est problématique. Voilà, cette question est problématique. Souvent, quand on dit la finance islamique ne donne pas cash, et tout de suite, que souvent, on se sent frustré en disant, ah, si j'ai besoin de l'argent, comment faire? Par exemple, si l'État malien a besoin de cash pour faire face, bien sûr, à des paiements de dettes intérieures, pour bien sûr relancer l'économie, pour J'ai dit ça aussi que vous allez essayer de me rejoindre. Alors, chers participants, veuillez patienter. Voilà, le conférencier a un problème technique. Il va vous rejoindre d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Non, non, c'est coupé tout de suite. Bon, pour commencer à parler, je vais voir. Ok, allô? Vous m'entendez? Ok, excellent. Je m'excuse. Voilà, voilà. Je disais par exemple que si l'État a besoin, bien sûr, de cash, comme vous le savez, le contexte sécuritaire aujourd'hui, parfois il faut de l'argent. Si on a besoin de cash, alors comment mobiliser l'argent auprès bien sûr, de la finance islamique? À travers, bien sûr, des soukouk, à travers la titrisation. Aujourd'hui, l'État a des patrimoines, a des biens, aujourd'hui, qui peut titriser à travers les soukouk pour mobiliser de l'argent. Par exemple, la cité administrative. L'État peut, par exemple, titriser la cité administrative en mobilisant, par exemple, 500 milliards auprès des investisseurs. Et la propriété de la cité administrative appartiendra bien sûr à ces investisseurs sur 10 ans, par exemple. Donc, l'État va payer le loyer, bien sûr, à ses investisseurs sur 10 ans. Mais il va, bien sûr, traiter la question d'actualité en termes de besoin de cash. Vous voyez? Et récemment, disons en 2018, l'État malien avait bien sûr initié Soukouk pour mobiliser 150 milliards. Je pense que c'était à travers, je pense que c'était une Soukouk de titrisation qui était adossée bien sûr aux logements sociaux. Sous réserve que je ne sais pas si c'est un Soukouk d'investissement ou Soukouk de titrisation. Mais en tout cas, on peut mobiliser des fonds bien sûr à travers les Soukouk, à travers la titrisation. Et en fait, le projet peut être porté par la direction générale du Trésor. Donc ça, c'est au niveau central, l'État central. Et au niveau des collectivités, alors, généralement, les collectivités souvent sont victimes parce que l'État central souvent est dans sa politique générale. Mais les collectivités au niveau rural souvent, alors sont victimes
bien sûr, souvent à des politiques derrière. Par exemple, oui, oui, il y a un problème. Non, non, docteur, c'est bon, il n'y a pas de problème. OK. Là, il Je nous reste disais, à peu près 5 minutes, quoi. OK, 5 Donc, minutes. Oui, je Donc, je vais pense que oui, commencer. c'est encore mieux. Voilà, donc c'est presque fini, hein, oui. Donc, je disais au niveau des collectivités, par exemple, les collectivités peuvent mobiliser des fonds, alors à travers la finance pour la construction des routes, des barrages, hein, et même pour, bien sûr, les systèmes solaires, bien les activités maraîchères pour les femmes, par exemple. Donc, alors, il peut y avoir des banques peuvent intervenir à ce niveau, les microfinances peuvent intervenir, et même les investisseurs aussi peuvent intervenir à ce niveau. Et au niveau privé, disons au niveau des particuliers, voilà aussi la finance islamique peut contribuer, bien sûr, avec au niveau agriculture. Alors, en fait, pour les activités maraîchères ou bien ceux qui ont des champs, ils viennent mener des études d'aménagement, équipement, installation. Donc, aussi, la finance islamique peut intervenir à ce niveau, à travers, bien sûr, des banques, comme les produits Murabaha, Salem, Istisna. Et les artisanats aussi, c'est possible. Voilà. Donc, voilà, comme je disais, je vais partager les tableaux avec vous, bien sûr. Mais le dernier point pour le commerce, par exemple, tous, en fait, au niveau des approvisionnements en stock. Alors, un commerçant peut s'approvisionner auprès d'une banque. Alors, pour stock, si le commerçant, par exemple, a besoin des motos hein, en Chine, donc la banque peut, bien sûr, acheter des motos pour, bien sûr, le commerçant. Donc, aussi à travers la finance islamique, à travers Murabaha Moussawama, on peut bien sûr euh, financer les besoins des entreprises ou des sociétés. Alors, maintenant, les pourquoi et les comment, je pense qu'on a fait un aperçu, mais cependant, il faut quoi? Il faut un écosystème. Tant qu'il n'y a pas un écosystème, alors tout ce que nous venons de dire, alors c'est difficile. Ça sera difficile que la finance islamique pourrait être une opportunité. Il faut un écosystème. Pour ce faire, il faut parachever de l'assainissement de l'environnement juridique, réglementaire et fiscal. Pour on parle de parachèvement, aujourd'hui, au Mali, à travers bien sûr la BCAO, l'UEMOA, alors toute initiative de création d'une institution financière, que ce soit banque, que ce soit microfinance, que ce soit un fonds d'investissement, que ce soit Tagafoul, aujourd'hui on peut le faire. Il y a de cela à peu près, on peut dire quelques années, il n'y avait pas encore en fait la réglementation. Mais à ce jour, oui. Mais malheureusement, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, au niveau fiscal, en fait, il n'y a aucune institution fiscale aujourd'hui au niveau du Mali qui traite bien sûr les produits et les services offerts par les institutions financières islamiques. Que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des microfinances, que ce soit au niveau des assurances, contrairement par exemple à son voisin, le Sénégal. Donc, il faut un assainissement, il faut émettre des institutions fiscales. Par exemple, je prends l'exemple pour le cas des assurances. Aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple sur les assurances conventionnelles, alors, les dépôts, disons les primes, constituent des chiffres d'affaires pour ces sociétés-là. Mais contrairement au niveau des Tagafoul, alors, les cotisations sont des dépôts qui appartiennent aux participants. Mais au niveau du point de vue fiscal, alors ils sont les mêmes impositions. Donc, il faut vraiment assainir l'environnement juridique, réglementaire et fiscal. Et pour, bien sûr, que la finance islamique, pour répondre à la question comment et pourquoi, pour qu'elle soit une opportunité pour le Mali, il faut que le Mali crée une banque d'investissement islamique où aujourd'hui il y a l'opportunité où il y a une branche islamique au sein de la Banque confédérale, par exemple. Donc, il va traiter toutes les questions, bien sûr, de la finance islamique. Alors, pour répondre à la question comment, pourquoi la finance islamique, qu'elle soit une opportunité pour le Mali, il faut créer une banque agricole commerciale islamique pour, bien sûr, le secteur agricole, pour le secteur de l'agriculture et commerciale et encourager les banques nationales, entre guillemets, par exemple comme la BDM, la BNDA, la BMS, alors de créer, d'ouvrir des branches islamiques, donc où une bonne partie de la population peut toucher directement. Et ça, c'est plus rapide. Et aussi, pour bien sûr faire face. Alors aujourd'hui, les assurances Tagafoul qui opèrent bien sûr au Mali, en l'occurrence Tagafoul Mali Assurance Islamique,
est retakafoulé auprès, bien sûr, d'une compagnie étrangère, l'État doit créer aujourd'hui une compagnie retakafoul, hein, pour, bien sûr, assurer alors, en fait, les takafouls qui vont intervenir au niveau du Mali. Et puis, promouvoir la création alors des takafouls. Aussi, l'État doit créer un fonds d'investissement, hein, pour le développement des microfinances islamiques, comme le cas du Sénégal. Il y a un fonds. Aujourd'hui, le Sénégal a mobilisé alors des centaines de milliards auprès de la BID pour bien sûr promouvoir alors la microfinance islamique, la création, disons, l'accompagnement technique et bien sûr même le financement alors de ces microfinances islamiques. Pour répondre à la question comment, pourquoi la finance islamique soit une opportunité pour le Mali, il faut créer une SGI, oui, SGO spécialisée en finance islamique, bien sûr, qui va s'occuper à toutes les questions de sukuk, qui va demander des avis auprès de l'autorité des marchés financiers, si toutefois l'État malien, à travers les sous souverains ou privés, alors où on veut émettre des sous. Pour que pourquoi, en fait, pour que la question pourquoi, comment la finance islamique soit une opportunité pour le Mali, il faut créer des institutions pour, en fait, promouvoir la finance islamique sociale, comme la zakat ou WACF. Alors aujourd'hui, la finance, en fait, la zakat est institutionnalisée alors au Burkina, le WACF est institutionnalisé au Sénégal, le WACF est institutionnalisé au Niger, le WACF est institutionnalisé alors en Guinée. Et ils mobilisent beaucoup, beaucoup de fonds. Et aujourd'hui, il y a des investissements palpables, concrets aujourd'hui au niveau de ces pays-là. Par exemple, même l'université du Niger, c'est une WACF. Hmm? Donc, il y a aussi des immeubles construits aujourd'hui au Sénégal à travers, bien sûr, cette finance islamique. Alors, sur ce, je vous remercie pour alors, ces temps. Et voilà, je suis disponible pour les questions. Merci. Merci beaucoup, docteur Sidi Boiré, pour cette présentation particulièrement enrichissante et également aussi instructive. Votre intervention nous a vraiment permis de mieux comprendre les fondements, les mécanismes et les enjeux de la finance islamique, tout en mettant en lumière les opportunités qu'elle offre également aussi pour le développement économique et financier du Mali. Maintenant, sans plus tarder, comme il nous reste à peu près 5 minutes, puisque le Zoom avait été programmé pour 2 heures, donc on va prendre 2 ou 3 questions très rapidement. Voilà. Donc, oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Si l'assistance a des questions. Ils peuvent juste lever la main et puis on va leur donner la parole. Voilà, compte tenu du temps, on peut lever la main et puis poser la question. Et puis on répond directement. Voilà. Donc, Ansari. Oui, est-ce que quelqu'un a une question? J'en profite également aussi pour... Salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'espère que vous allez bien. Oui. Ça va très bien, alhamdoulilah. Je me présente, je m'appelle Omar Diallo. Je suis malien mais résident au Sénégal. Et bon, je viens du secteur bancaire, conventionnel plutôt. Et j'aimerais bien remercier Dr Sidi Boiré pour cette magnifique présentation par rapport à la finance islamique et surtout la question qui a été soulevée, le titre de ce webinaire qui est la finance islamique, une opportunité pour le Mali. Je pense que vous avez bien fait une belle démonstration par rapport à ça, par rapport au titre du webinaire. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit au début de la présentation, le secteur informel on peut dire le pilier de notre économie aujourd'hui, pas qu'au Mali, même au Sénégal, un peu partout en Afrique de l'Ouest, mais bon, surtout au Mali, surtout par rapport au contexte actuel dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, comment on appelle ça, capter
ce secteur informel-là, qui est quand même, moi, à mon avis, hein, je trouve qu'il compose à peu près 90% de l'économie du Mali. Comment capter comment on appelle ça, ce secteur informel? Comment les intégrer dans le système bancaire islamique? Euh, Quels outils on peut leur mettre? Et surtout, euh, comment les initier aux instruments de la finance islamique? Parce que la plupart, c'est des commerçants. Ils ont besoin de fonds de roulement et même des fois, ils ont ils ont Euh, besoin alors, de la trésorerie. Monsieur Diallo, Oui, alors, dites-moi. il ne reste qu'à peu près 2, 3 minutes. Donc, OK. Bon, du coup, je coupe ma question à là. Donc, voilà un peu, moi, ce qui m'intéresse. Est-ce Et que aussi, un Oui, dernier cette truc, apparemment, on question peut comment, continuer, quoi. très Donc, bien? Et si on peut allez-y, aller aux questions, allez-y. parce que très prochainement, on va Ben, c'est capter. ça la question. Voilà. Comment capter ce Ah, ok. secteur informel-là et les bancariser, quoi. Oui, 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 je pense qu'aujourd'hui, d'abord, les raisons fondamentales au Mali surtout, c'est qu'il tient, comme on a avancé les arguments. Aussi, généralement, le système bancaire conventionnel, alors, n'est pas conçu sur nos réalités socio-économiques. Donc, ce qui fait que pour en fait, un commerçant, pour accéder aux services bancaires aujourd'hui, comme vous le savez, c'est extrêmement compliqué. Et aussi, les modèles que souvent, en fait, les acteurs économiques s'éloignent parce que avec le système bancaire conventionnel, au cas si il y a un problème, comme la réalité économique, il y a des chèques, il y a des reçus comme des chèques. Alors, la plupart des cas, c'est des problèmes. Donc, à mon avis, aujourd'hui, avec une sensibilisation, parce que je pense qu'il y a même des études qui ont démontré que la finance islamique, c'est vraiment un élément, en fait, c'est un moyen pour, bien sûr, aujourd'hui, l'inclusion financière. Donc, je pense qu'avec des petites microfinances, avec des microfinances islamiques, alors qu'il peut aller vers, bien sûr, ces secteurs-là et puis les présenter les produits. Imaginez-vous, quand vous proposez à un client dans le secteur informel, nous pourrons vous approvisionner alors avec les marchandises. Alors, il est tout de suite, il est concerné. En disant aussi, si vous êtes dans l'incapacité, systématiquement, on ne va pas vous pénaliser. Et aussi, ou bien on peut aller avec. Vous voyez que ça, c'est motivant et c'est attirant. Donc, je pense qu'il faut aller vers ça pour, bien sûr, attirer ces secteurs informels aujourd'hui en fait, qui est extrêmement important au niveau de nos économies, comme vous l'avez dit, M. Diallo. Voilà. OK. Merci également aussi pour la qualité de la réponse. Si quelqu'un d'autre a une question à poser, nous avons également aussi un grand professeur parmi nous, Abdoulaye Diarra, qui est le président fondateur de l'Université privée africaine franco-arabe, IPAFA, qui est également aussi un adepte de la finance islamique. Bienvenue parmi nous. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, salam alaikum, j'ai une question, si vous permettez. Ça va? Ansari, Euh, oui. Vous m'entendez? Vous me recevez? Oui. Voilà. Oui, oui. En fait, moi j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui au Mali, dans l'avenir, il pourrait y avoir en fait des institutions éducatives qui promettent en fait les systèmes éducatifs financiers islamiques? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des perspectives dans ce sens? Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a une université spécialisée, en fait, reconnue par l'État, alors qui forme, bien sûr, alors, niveau licence, master en finance islamique, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne. Donc, aujourd'hui, il y a cette possibilité. Et aussi, docteur connaît aussi, avec une université privée, qui initie aussi les formations. Oui, il y en a. Et puis, même au niveau étatique, il y a l'université Cheikh Zayed. Aujourd'hui, nous formons là-bas en fait, les étudiants en finance islamique. Donc, l'université est là et il y a des certifications en ligne, en présentiel avec Institut privé africain de la finance islamique du management. Donc, après, on pourrait partager, bien sûr, les informations sur le groupe.
D'accord. OK. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Si quelqu'un d'autre veut intervenir. Ah. Donc, je pense que, docteur, nous Oui. avons parcouru un bon chemin et vraiment, au nom de tous les participants, nous vous adressons nos sincères remerciements pour le partage de votre expertise, également aussi de votre expertise, également aussi de votre expérience professionnelle et de vos réflexions sur cette thématique d'une grande actualité. Donc, nous allons maintenant, bon, je pense que nous sommes à terme, okay, de ce webinaire. Si vous avez, voilà, un dernier mot pour l'assistance. Merci. OK, merci. D'abord, je félicite l'association pour cette initiative. Aujourd'hui, effectivement, ça fait partie de l'objectif de l'association, la promotion de la finance islamique. Donc, vraiment, je félicite l'initiative et j'encourage pour d'autres occasions et pour d'autres thématiques alors l'association. Et après, je salue vraiment l'assistant pour alors le temps, le courage et puis l'engagement. Et je vois vraiment sur alors à travers WhatsApp les interventions sur l'association. Et je pense qu'aujourd'hui les gens sont engagés, sont déterminés. Et donc l'association doit profiter pour sensibiliser alors la population sur les avantages de la finance. Donc je ne pourrais que remercier. Nous restons toujours disponibles pour tout besoin. C'est notre combat. Déjà, il y a une association qui intervient dans ce domaine, qui va forcément travailler avec l'association Améfi, et c'est Senfi. Voilà, donc je pense que docteur, on est sur la démarche, comment remembrer bien sûr cette association nationale pour vraiment continuer avec ces combats. Parce que, comme on l'a dit, si vous avez l'or caché, et celui qui a en fait le fer pourrait vraiment marchander au niveau du marché. Donc, aujourd'hui, la finance islamique, elle dispose en fait, des instruments financiers adaptés à nos réalités économiques. Mais malheureusement, les investisseurs d'abord ne sont pas, ne sont pas conscients de cela. Et aussi, l'État aussi, oui, a quelques efforts, mais ce n'est pas aussi satisfaisant. Donc, vraiment, nous pensons que ces genres ces occasions permettra bien sûr à nous tous alors de s'élever et faire d'efforts pour bien sûr la promotion de la finance islamique. Donc, je vous remercie. OK, je vous remercie. Également aussi, professeur Diarra, vous voulez ajouter quelque chose? Professeur? OK, donc vraiment, nous remercions également l'ensemble des participants pour leur présence. Alors, cher modérateur, leur présence, leur intérêt. OK, OK. Oui. Voilà, merci, chers organisateurs de ce webinaire. Merci, chers participants. Et nous informons l'ensemble des auditeurs que nous sommes là, nous, on est disponibles pour la formation dans le domaine de la finance islamique et de la consultance. Nous, c'est du PAFIM, l'Institut privé africain de la finance islamique et nous sommes déjà sur le marché, nous sommes avec beaucoup d'autres professionnels de la place et de hauts cadres des institutions financières par rapport à la formation en finance islamique et de l'assurance. Merci beaucoup, c'était pour ça. Je vous remercie. Donc, je disais nos remerciements également aussi à l'ensemble des participants pour leur présence, leur intérêt et également aussi la pertinence de leur contribution. Et nous espérons vraiment que cette rencontre aura permis à chacun d'approfondir ses connaissances et d'enrichir sa réflexion sur, à savoir les enjeux de la finance islamique. Et également aussi, nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochaines activités scientifiques et professionnelles. Donc, vous aurez les liens dans nos groupes respectifs
Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vous remercie. Ok. Avant de clôturer, j'ai mis le lien pour les certificats, de Voilà. demande de Donc, certificats. Donc, vous également pouvez, aussi le voilà, lien pour les voilà. certificats, Ou vous les pouvez aussi attestations, voilà, scanner sont directement, disponibles. voilà. Ou vous pouvez aussi scanner directement ici, c'est ce qui est par écran. Donc, directement, après le webinaire, on va essayer de vous envoyer tous les certificats. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, merci. Donc, on dit, voilà, on dit donc, assalamu alaikum wa rahmatullah, à la prochaine.